on se retrouvait le pantalon, le pyjama baissé, le slip baissé, et on se retrouvait liés. Mais avec la mouche, on se disait, putain, mais qu'est-ce qu'il est? Il disait, rendormez-vous, c'est pas grave. Quand vous vous réveillez, Oui, il vous disait on rendormez-vous. dit, rendormez-vous, c'est pas grave. Et il passait au suivant. Et il passait au suivant. Mais Tara m'a appris une chose, c'est de ne pas savoir pardonner. Et je ne sais pas pardonner. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Réel Média. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Marie Delbos qui a accepté de nous raconter son histoire. Et cette histoire, elle est très dure puisque c'est l'histoire d'un enfant violé et maltraité dans la désormais très célèbre institution Betaram. Jean-Marie Delbos, merci d'être avec nous aujourd'hui. Allez, chaque monde. C'est au Bernay. Voilà, c'est un Bernay, au moins Kobusaki à Paris, qui a des mots béarnais qui existent. Eh bien, enchanté, merci d'être là à parler avec nous. J'ai une première question qui me vient lorsque je vous vois. Aujourd'hui, vous êtes un homme de 79 ans. Les faits dont on va parler ont bientôt 70 ans. Est-ce que c'est toujours difficile pour vous de parler et de penser à ce qui vous est arrivé à Betaram des 70 ans? Non, d'en parler, non. Je vis avec le souvenir. Pas se lever, comme j'ai dit au tribunal l'autre jour. Quand ils vont fermer la porte du pot, je l'avais dit, ils ont intérêt à la fermer vite. Parce que jusqu'à ce que la porte soit fermée, ils vont en gros. Donc, dire qu'on oublie, c'est pas vrai. Parce que quand vous avez subi des choses terribles, on dit vous le mettez dans le coin du cerveau et vous n'y pensez plus. Je l'ai vécu, je peux vous dire. Bayrou dit qu'au bout de 30 ans, on ne se souvient plus de rien. Au bout de 60 ans, je me souviens comme si c'était à l'instant. On va essayer de revenir un peu à la genèse de votre histoire. Oui. Vous êtes donc né dans le Béarn, dans une Voilà. famille modeste. Dans une famille miséreuse, mais plus que modeste, parce que modeste, c'est pour les gens de la ville. Dire modeste. Mais nous, on vivait en autarcie. Il faut s'imaginer qu'on vivait dans un petit village, donc en autarcie, c'est-à-dire on avait un jardin, on avait 4 poules, quelques poules, on avait des lapins, enfin, ce qu'il y a dans une maison, pour pouvoir survivre. Vous étiez à cette époque-là, donc les enfants et les grands-parents, plutôt heureux, mais très vite, les gens du village pensent qu'il faut que vous alliez ailleurs pour être élevé parce que votre grand-mère ne peut pas vous élever. Voilà. Et donc le curé du village dit, ben voilà, ça serait bien qu'on le mette à Bétara. C'est vrai, vous avez jamais entendu parler de cet endroit? Alors, on en a entendu parler, vous imaginez, pour aller à Bétara, c'est loin, à 70 km, il fallait la journée. Maintenant, on y va, on fait aller-retour dans l'après-midi. Et donc, ma grand-mère, quand elle a compris que je pouvais aller apprendre quelque chose, elle a dit banco. Mais elle dit, ouais, on ne pourra pas payer. Et le curé lui a dit, mais c'est gratuit, c'est les gens qui vont payer, les bienfaiteurs. Moi, je ne peux plus entendre. Bienfaiteur? Bienfaiteur. Et si j'avais su comment on était traité, bienfaiteur. Ces gens-là, les bienfaiteurs, ils sont bons parents. Je vous avertis de suite, Saint-Pierre, il les a pas ouverts. Et donc, résultat, j'arrive à Bétarab. C'est une bâtisse C'est une bâtisse très triste. voilà, très triste du début du 19e, hein. 1800, je crois. Et c'est une bâtisse inhospitalière. Comment est la vie là-bas? La vie là-bas, elle est, comme vous pouvez l'imaginer maintenant, quand vous voyez les gens dans les rues, on était traités des miséreux. Déjà, on vous fait la merde dans un même dortoir immense. Oui, voilà, c'est un dortoir immense au 4e étage, Avec avec les des fenêtres de chaque côté, dont vous avez bien lu, c'est bien, vous avez très bien lu. Et j'étais sous une fenêtre, et quand il y avait de la neige, qu'on vous situe, parce qu'à l'époque, il y avait des journées très froides, mais la neige, comme elle s'était accumulée sur la poupe, elle tombait, et il y avait l'air qui rentrait des deux côtés. Et quand on faisait la toilette le matin, c'était dans les bacs en pierre, à l'eau froide. Et vous imaginez qu'on est comme les chats. On pouvait à minima. Vous deviez être frigorifique toute la journée. Ah mais bon. Et les professeurs là-bas étaient particulièrement autoritaires, voire violents. Ah, c'était des gens extraordinaires. Par exemple, j'ai un souvenir du professeur d'anglais. Le professeur d'anglais, il nous apprenait l'anglais avec une parole de 2 mètres. C'est-à-dire un bâton, tout ça, énorme. Et il fallait que si on prononçait pas bien le mot, c'était comme. C'est le seul mot que je me souviens. Et donc c'était à genoux sur l'estrade, soit les mains, soit les pieds. Il vous frappait avec le bâton, il frappait avec le bâton comme un âne. Et le tournant de votre vie, si je peux me permettre, c'est l'arrivée d'un nouveau surveillant. Voilà. Et donc il venait la nuit, mais on ne comprenait pas.
Comment il s'appelait ce monsieur? Monsieur Lamas, il est encore en vie. Il a reconnu m'avoir violé. Bon, il est au moins en vie, il a reconnu. Les autres n'ont pas eu cette chance. Donc le soir, vous étiez aligné dans Moïse, dans le Voilà. grand dortoir, Ben, c'est dans le dortoir, c'était un truc immense. dans un noir presque assez complet. Mais c'était avec une lampe bleue, vous savez, c'est la lampe bleue qu'on laisse allumer la nuit pour s'appeler une lueur blafarde, en fait. Et donc, on s'est réveillé, il était au-dessus de notre lit, on était découverts. Et on était couillots. Mais on était couillots. Vous imaginez la sexualité, on ne savait rien. Vous avez quel âge? Mais j'avais 10 ans, hein, quand j'avais 11 ans. À l'époque, j'avais un peu plus. J'avais 10 ans passés, quoi. Et combien de toucher, comme on disait, le zizi. Les zizi. Ma grand-mère, on n'avait jamais appris à ce qu'on faisait avec le zizi. Quand j'entendais parler des naissances, moi je voyais les roses et je voyais des hirondelles. Voilà, les cigognes au coraux et les corbeaux pour nous. Et je ne voyais pas, je n'imaginais pas qu'un gamin, je n'en avais aucune idée. Donc ce monsieur-là, il avait plusieurs victimes. Voilà, donc, s'il m'attaquait à moi, donc on se retrouvait le pantalon, le pyjama baissé, le slip baissé, et on se retrouvait niés. Mais avec la mouche, on se disait, qu'est-ce qu'il est? On n'imaginait pas. On ne peut pas imaginer maintenant que des gosses de cette génération, on savait ce que c'était donner un mot à ces problèmes sexuels de fellation. Parce que c'était sodomisation, personne n'en avait parlé, c'est pareil. Celui qui me dit, ouh, ça ne pas parler. Et donc, de là, il disait, rendormez-vous, c'est pas grave. Quand vous vous réveillez, Oui. il vous disait Il rendormez-vous. dit, rendormez-vous, c'est pas grave. Et il passait au suivant. Et il passait au suivant. Et donc, du lit, on voyait sur les autres. Hein. Et plusieurs. Ah oui, plusieurs dans la nuit, plusieurs. Ils se contentaient pas d'un seul. Mais ça a duré de 57 à 61. Donc de 10 à 15 ans presque. Oui. Et donc, en 61, qu'est-ce qu'on fait? On se prouve à tout. Et on dit, mais t'as vu ce qu'il fait, la masse? Donc, je vais voir mon directeur, je lui dis, voilà. Vous lui dites quoi? Et bien, je lui dis, voilà, Père Lamas, la nuit, ils viennent, voilà ce qu'ils nous fait. Et bien, Couture me dit, je ne veux plus entendre parler d'eux. Vous cessez de raconter ce qu'on vous raconter. Parce que c'est des mensonges. C'est des mensonges. Je dis non. Et alors, moi, je reste avec cet air narquois que j'ai gardé toute ma vie d'ailleurs. Quand il a vu ma désinvolture, il m'a mis une tournion à m'enlever la tête. Donc voilà, moi, c'est son dos pas. Aucune aide de la part de Ah, non. qui préfère étouffer l'affaire. Voilà, ils étouffent l'affaire, ils mettent un autre surveillant, le curé se retrouve muté ailleurs, Alors, mais monsieur Lamas disparaît. il disparaît, mais à des postes de responsabilité, s'il vous plaît. Et Et vous êtes ostracisé parce qu'en fait, la direction demande à tous les jeunes de de. plus m'adresser la parole, laissez-le et ne lui parlez plus. Vous êtes seul. Je suis seul, et donc mais je tombe, tout connement, je tombe, m'esquinte de genoux, et me voilà envoyé à l'hôpital. On vous envoie à l'hôpital. Moi, l'hôpital militaire, psychiatrique. Donc j'arrive à ce grand bâtiment, des lits, et c'est militaire, hein, et des gens qui avaient fait l'Algérie, qui avaient eu des gros soucis, dont un qu'on avait émasculé, qui était à côté de moi et qui est mort dans la nuit à côté de moi, à 15 ans, je me dis. Et donc, Donc vous passez 15 jours dans cet hôpital je psychiatrique. passe 15 jours, Votre grand-mère vient vous chercher et c'est là que vous lui racontez ce qui vous est et arrivé. donc j'arrive à la maison, et elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, mais voilà ce qui s'est passé, vous lui dites tout. Ah, moi, je lui dis tout parce que j'étais très soucieux du respect de ma grand-mère. Hein. Mais je lui disais tout. Ma grand-mère, ça a été le plus grand amour de ma vie. Elle vous dit, ce qui est important et ce que vous écrivez dans le livre, c'est que c'est la première personne qui vous croit. Qui me croit, qui va voir les gendarmes, qui va voir le maire, qui va voir le curé, qui va voir les voisins. Elle se fait jeter de partout. Et puis on reçoit donc un appel du curé qui dit, les pères de métal viennent nous voir. Donc un matin, ils arrivent. Et puis, la voiture, parce qu'à l'époque, ils avaient les moyens, pas comme nous, les moyens. Et donc, ils rentrent dans la maison. Donc on était miséreux. Donc vous imaginez, donc ils rentrent là, ils ferment tous les mollets. Il fallait pas qu'on voit.
ils nous mettent dehors, mes sœurs et moi, et ils disent à ma grand-mère, on veut les courriers. C'est quoi les courriers? Les courriers, c'était des cartes à la con qu'ils nous envoyaient. Bon, le père avait la masse. Moi, il m'appelait mon petit lapin, mais d'autres, c'était mon pinceau, mon canaille, bon, c'était tout des plus alors que Noé. Ils vous envoyaient des courriers l'été, alors? Oui, l'été, quand on était en vacances, mon petit lapin, j'espère que tu passes le bon en vacances, pas cher, les trucs. Donc ils viennent effacer les traces? Donc, ils viennent, ils récupèrent ces cartes, et donc, ils menacent ma grand-mère. Et la plus grande menace qu'ils ont eue, c'était on va vous saisir au bien. Ils disent quoi, votre grand-mère? Mais si cette affaire a des suites, on saisira au bien. Vous imaginez quand vous êtes déjà miséro, que vous avez une maison qui date de vos ancêtres. Et donc, quand ils partent, il n'y a pas de revoir gentil, ils partent comme des abrutis. Et donc, et ma grand-mère, bien sûr, le monde s'écoule, effondré, et qui oublie, et je ne sais pas où on va aller. Ce qui est fou à cette époque-là, c'est que ce que vous racontez là, c'est un peu les manières de faire d'une mafia, quoi, finalement. On vient chez vous pour vous faire C'est une mafia. Quand vous voyez maintenant les affaires judiciaires avec les mafias, les machins, et tout, mais qu'est-ce que c'était? Il n'y a pas de différence avec ça. Voilà. Et puis l'omerta, cette fameuse omerta. Personne dans le village Mais personne n'en allait dire, au contraire. Juste après là, je crois raconter d'ailleurs. Il y a des gens qui m'ont jamais adressé la parole depuis cette époque. Aujourd'hui, de toute façon, vous pouvez rien faire ni faire condamner Monsieur Lamas, puisqu'il y a la prescription. Il y a la prescription. Comme alors, il y a plus de 30 ans, le crime est donc prescrit, même s'il était avéré vrai. Comment vous le vivez aujourd'hui, le fait qu'il n'y aura pas de réparation vis-à-vis de ce monsieur qui vous a violé? Comment je le vis? Difficilement. Et j'attends qu'il ferme les yeux. Alors, on m'a raconté qu'il fait, vous savez, dans les églises, il y a les fameux chemins de croix. Il fait son chemin de croix tous les jours. Et comme j'ai dit à la personne qui m'a raconté, j'ai dit, il peut faire le chemin de croix même la nuit. Il va en enfer. Oui, mais en enfer, oui, il ne faut pas qu'il attende, parce que je lui ai écrit. Je lui ai fait tout un laïus en disant, moi je ne sais pas pardonner. Est-ce que aujourd'hui, après presque 70 ans maintenant, Oui. Est-ce que vous êtes plus serein maintenant que vous êtes compris que les journalistes vous écoutent? Ah, je suis très content des journalistes. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore que les journalistes viennent chez moi, ils mangent avec moi, et c'est extraordinaire, parce qu'ils sont des gourmands, comme je dis le suite. Et donc, je suis très content de parler avec des journalistes. Après avoir passé des décennies Voilà, à pas être cru. à pas être cru, parce que s'il n'y a pas de journalistes, et je vous le dis, mais comme on disait, les yeux dans mes yeux, je dis, s'il n'y a pas les journalistes en le prix, s'il n'y a pas tous ces gens-là qui témoignent, et qui disent, mais voilà ce qui m'est arrivé, et que on change, que l'Église change, qu'elle prenne des dispositions contre ces gens-là. Voilà. Donc moi, les journalistes, je dis heureusement qu'on les a. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire. Oh, merci à vous. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Ah oui, d'être venu à Paris. Pour moi, c'est quand même... C'est un honneur de vous recevoir ici. Ah, merci d'avoir fait des déplacements. Je vous remercie. Et d'avoir vu Paris, vous imaginez, c'est pour moi, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous.